Donc, je suis accompagnée de Patrick WAUTELET, Pierre, CALLÉ, et nous avons deux panélistes en visioconférence avec nous. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Super. Bonjour Alice. Nous avons donc Alice PERSCHA. Bonjour. Bonjour. Et Paolo PASQUALIS. Oui, bonjour. Bonjour Paolo. Alors, sur notre premier panel, je souhaiterais d'abord faire participer les personnes qui sont à distance. Je commencerai par vous, Alice PERSCHA. Vous étiez déjà membre du groupe d'experts qui a travaillé sur le règlement succession. Après ces 7 années de pratique et le travail effectué dans le cadre du projet MAP, quelles sont les recommandations essentielles pour améliorer votre pratique? First of all, I would like to thank you for the invitation and to tell you that I feel very honored to be part of this panel and of the MAPA project. And as probably some of you know, I really love the succession regulation ever since becoming a member of the EU expert group PERM 3 and 4. And so I have a very strong interest in seeing it function properly and smoothly in all respects it is meant to cover. MAPE was for me a very ambitious and successful project, leading to the recommendations already mentioned in several aspects of the succession regulation, and had quite some synergies with our Jubilee project. As far as the main recommendations to improve the practice are concerned, for me, any recommendation is main that leads to a more motivation for all practitioners to effectively apply the succession regulation, especially the rules for the international jurisdiction, in a way that reduces cross-border problems instead of multiplying them, as we know from the past. So I can just underline the recommendations referring to the ECS regarding a longer validity of the certified copies, and as well a future register of the ECS either on EU level or on an or via an interconnection of national registers for the ECS, as already shown by Ariad for the last wills and testaments. I also underline and really love the aspects of the reduction of translation issues as far as the ECS is concerned. Mm-hmm. I also find that training and more efficient tools always are a good idea. And I also think that practical aspects in cross-border successions, like problems with banks and insurance companies, should be addressed within the future development of the EU succession regulation. I also like the recommendations leading to a narrow interpretation of the escape clause of Article 21(2) of the succession regulation. And I think that competence for court commissioners to take evidence abroad should also be addressed within. And I've seen these recommendations, and I think it's very, very useful, especially for us in Austria, because notaries here have actually no competence to do any taking of evidence abroad, just in Austria. I think what is the main aspect also for me is to paying attention to the rules of the succession regulation concerning international jurisdiction, especially, as already mentioned, the habitual residents. So that's for me the main recommendations of the MAPE project. And from a practical point of view, I would also be very useful to make some progress, among others, concerning the following topics that could not, for time reasons, be covered in the MAPE project as well, because other colleagues also mentioned that there is a problem by the refusal of the recognition of decisions under Chapter 4 of the succession regulations in favor of the ECS. As far as my practice and experience goes, everyone, everywhere, all at once wants an ECS, and no one accepts a decision under Chapter 4. So that should be also a topic for perhaps a future follow-up project. The role of legatees not having direct rights in the succession, but only a claim against the heir regarding the rules on the application for the ECS and its contents should also be addressed sometime soon, as well as the relation of Article 25 of the succession regulation and Article 23, paragraph 2.
And I think, I know that this is a topic usually avoided, but in the practice we always and often meet an inadequate and insufficient implementation of the succession regulation in national law, especially as far as the registration in land and other registers are concerned. So there is a special topic here that should be also, I think, well, seen in the future development of the succession regulation. Well, so that's for my part, just a short overview over the topics you covered in the MAPE project and over topics I just wish to be covered by perhaps future project. Thank you very much. Merci Alice. C'était une vue très, très large et vous avez balayé quasi toutes les recommandations. Paolo, après de nombreuses années d'expérience dans l'international et la présidence du CNUE, si je ne me trompe pas, en 2016, je vous poserai la même question qu'à Alice PERSCHA. Quelles sont pour vous les recommandations essentielles pour améliorer votre pratique? Thank you very much for this invitation and for inviting me to intervene in today's presentation of the results of the project. I must admit that since I was a little ashamed for not having given sufficient personal contribution to the initiatives of the working groups, I doubted whether to agree to take part in this panel, to show my face in this final celebrating event. At the end, I agreed to take part. First of all, above all, to have the opportunity to congratulate those who carried out the work, who supervised the data collection, who provided the data, who reviewed and classified the data, as you have already heard. Very, very brilliant work, a great job. I want to make a special mention for the academics who have shown a truly extraordinary involvement and interest in the project and a real great efficiency in collecting and examining the results. I am obviously unable to mention, I will not try to mention anyone personally, as I'm afraid to miss someone, or maybe. But I believe that even today's meeting shows the interest and passion of the professors who dealt with the project. National and European notarial institutions also have shown their interest and they've given support to the study of the subject and its dissemination of. Many things today have already been said. I'm trying just to add some remarks. To answer your question, needless to say, as who preceded me already said, that I consider the results of a project contained in the recommendations that have been presented all very useful and important. And I personally subscribe to each of them. Suffice it to mention the importance of the training activities, for instance, just to mention some more of the recommendations. The training activities, the exchanges of experiences, and then again the notion, the same notion of international succession, the fact of creating registers in order to prevent parallel proceedings, for instance, or giving the testator and the heirs a wider possibility of choice of applicable law and choice of jurisdiction, which can be extremely important as well. Not to mention the importance and the need of elaborating the criteria in order to better define the notion of habitual residence of the deceased, and the role that the European Certificate of Succession is assuming. In this regard, I mean, about the ECS, the recommendations on possible simplification in its issuing procedure, even if my personal opinion is more in favor of the accuracy of its content rather than the simplification of the procedure.
Then the creation of public registers where the certificates should be registered, the possibility of issuing the certificate or at least parts of it in different languages could be a very practical solution. As obviously, as already been said more than once, to provide a longer period of validity of the certified copies. And these, I suppose, are suggestions that come directly from our professional daily practice. But the point on which I would like to insist most, from my personal point of view, I would say, is what emerges from the first recommendation, as it remarks the importance of training activities for the notaries, exchanges of experiences, cooperation with all institutions concerned. Since the entry into force of the regulation, of succession regulation, we have had dozens, I would now say hundreds, of meetings, seminars, workshops in all our countries, always, often, always, I will say, with a very, very interested audience of practitioners. Furthermore, in the literature, there are countless publications, articles, monographs on the subject of international successions and on the succession certificate. Still, I want to be critical, as it is already said with all his well-known politeness by Professor WAUTELET. I want to be critical with my fellow notaries, my fellow colleagues, certainly not due to the lack of initiatives by the notarial institutions, but due to somehow inexplicable idleness, I dare say, of individual colleagues. I take the liberty of saying so, as I'm a notary myself, that sometimes show a sort of a proud opposition, I would say almost nationalistic or sometimes even chauvinistic opposition to the full comprehension of the regulation and the use, especially the use of the European succession certificate. This attitude is very well resumed, once more with extreme politeness, but in the words of the commentary of the first recommendation that I would like to read exactly, is just a part of the comment of the first recommendation, where it is said that the project has revealed that while many notaries have fully embraced the innovations of the succession regulation, using them to their full potential, not all notaries have done so. Changing the legal culture, underlined, read, changing the legal culture of a profession is a long-term process which requires education and training. For that reason, I insist on the training. This is, from my point of view, a little bit disappointing. A profession as ours, the notary opinion, that should be at the forefront in the application of the tools that the legislator, both the national legislator and the European legislator, places at the disposal of citizens, businesses, and so on, should be proud, our profession should be proud to be the standard bearer of innovations. Innovations, let's say, to which the European notaries have contributed substantially. It is somehow inexplicably, instead, how the profession is sometimes reluctant and conservative, unable to update its habits and solutions. And I have proved this in practice more than once at my national Italian level, but also abroad. So I put today all my hopes in projects as MAPE, and especially in the new generations. And therefore, I do hope that this work, our work, and our efforts will be, I hope, useful for them. So that's all for the moment, just some short remark for my
strictly practical point of view. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Paolo. Nous connaissons votre attachement pour la formation, mais nous y sommes très, très sensibles également, comme vous pouvez le constater dans nos recommandations, que ce soit pour la formation sur le règlement lui-même, que ce soit pour l'utilisation des outils qui ont déjà été créés par le CNUE ou éventuellement l'amélioration ou la création d'autres outils. Nous y sommes sensibles aussi pour le partage de ces connaissances ou de ces formations avec les banques, avec les compagnies d'assurance. Bien sûr, je crois que c'est... nous l'avons mis en recommandation 1, comme vous pouvez le constater, et sans formation, sans bonne compréhension, il n'y aura pas de bonne application. Et nous avons nos académiques parmi nous. La formation, je crois qu'elle est essentielle et on ne pourra pas dire le contraire. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Mais je reviendrai un petit peu à la pratique après avec d'autres questions. Je vais donner la parole à Pierre CALLÉ. Pierre, nous avons travaillé ensemble sur ce projet. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à cadrer comme recommandation pour un académique ? Le plus compliqué à cadrer. Bon, il y a beaucoup de propositions qui ont été débattues, sérieusement débattues. Après, il y a probablement des propositions qui étaient de prime abord un peu moins consensuelles, ou en tous les cas où le consensus a été un peu plus difficile à se dégager. Si je devais en citer une en premier, je pense que je citerais la proposition numéro 6 sur les procédures parallèles. Alors pour l'expliquer un tout petit peu, on a d'abord, enfin moi en tous les cas, j'ai d'abord été un peu surpris des résultats du questionnaire qu'on avait eu, où finalement dans certains pays, plus de 60% des notaires interrogés nous expliquaient avoir déjà été confrontés à une procédure parallèle ou à des procédures parallèles dans différents États membres. Et j'imaginais pas finalement que ça soit aussi fréquent que ça. Alors la situation, c'était un peu tout le temps la même, hein. C'était un défunt qui décède dans son pays de résidence. Du coup, un notaire est naturellement saisi dans le pays de résidence du défunt. Et puis les héritiers, eux, sont des nationaux d'un autre État qui vivent dans leur État de nationalité. Souvent, des biens d'ailleurs sont situés dans l'État de nationalité du défunt. Et donc, les héritiers saisissent un autre notaire qui est le notaire de l'État où il réside, du pays de nationalité du défunt. Et on se retrouve avec deux procédures parallèles, avec tous les inconvénients que ça peut générer. Un certificat successoral européen qui peut être émis dans un État, mais des actes authentiques qui peuvent être émis dans d'autres États, la complexité même d'avoir deux procédures, et puis ce n'est pas dans l'esprit du règlement d'avoir deux successions en parallèle qui se déroulent. Alors comment remédier à la difficulté ? C'est là où c'était compliqué. Évidemment, on peut être très ambitieux, on a tout envisagé, mais on va envisager un registre européen dans lequel on inscrirait l'ouverture des successions. Tout ça, dans l'idéal, peut s'envisager, mais à être trop ambitieux, on n'arrive à rien. Le choix s'est porté sur essayer de promouvoir des registres nationaux d'ouverture des successions qui permettraient aux notaires, finalement, d'interroger le registre. Évidemment, tout ça supposerait que les registres soient interconnectés, d'interroger le registre pour savoir si une succession est ouverte dans un autre État. Pour que les notaires puissent s'assurer qu'il n'y ait pas de procédure parallèle qui existe au moment où ils se saisissent d'un dossier de succession. Cette proposition, si elle a été compliquée à dégager, c'est qu'elle pose plein de difficultés. Elle suscite plein de difficultés qu'on ne peut pas minimiser. D'abord, qu'est-ce qu'on enregistre exactement ? À quel moment ? Est-ce que c'est au moment où un héritier vient voir un notaire ? Est-ce que c'est au moment où on dresse le premier acte ? Voilà. Quel est le moment et qu'est-ce qu'on enregistre exactement ? Quel est le coût pour ce registre ? Ou qui en assume le prix, si par principe il aura un coût à assumer ? Est-ce que l'enregistrement est obligatoire ou facultatif ? Et s'il est obligatoire, finalement, est-ce qu'on peut faire un reproche à un notaire en responsabilité de ne pas avoir interrogé le registre alors que la procédure était enregistrée, une procédure parallèle était enregistrée dedans ? Bon, bref, plein de difficultés qu'on n'a absolument pas résolues, qu'on a juste soulevées. Et du coup, pour avancer ou proposer d'avancer un peu, il nous a semblé qu'une des voies
possible, ça serait finalement d'avoir quelques états pilotes qui initieraient un registre national, essaieraient d'interconnecter leurs registres nationaux, mais peut-être à petite échelle, pour finalement essayer de régler par la base, par l'expérience, les principales difficultés qui se posent, le coût du registre, la responsabilité du notaire qui l'enregistre, le caractère obligatoire ou facultatif, de voir si en pratique ça peut se mettre en place facilement ou si ça se heurte à des vraies difficultés. Donc voilà, peut-être que la proposition peut au final paraître moins ambitieuse puisqu'on arrive à un projet pilote de quelques États pour initier le processus, mais voilà, je pense que ça a été le fruit d'une longue discussion et ce n'est pas la proposition sur laquelle on a eu le plus de facilité à trouver un consensus. Merci beaucoup, Pierre. Oui, on parle est-ce que le rôle du notaire, sa responsabilité, surtout ces grandes questions pour nous dans la pratique. Est-ce qu'on doit interroger systématiquement ou pas ce registre? Mais si on le crée, j'allais dire, on consulte bien le fichier des testaments à chaque fois, à chaque ouverture, et pourquoi pas créer cette obligation justement pour éviter ce risque de double succession. Je crois que c'est essentiel. Il y a un peu deux questions. Il y a la question de l'enregistrement, obligatoire ou facultatif, aussi. Et puis après, il y a la question de l'interrogation du registre, obligatoire ou facultatif. Et finalement, ça se situe à deux niveaux. C'est un, est-ce que je suis obligé d'enregistrer? Et deux, à supposer qu'il y ait une obligation d'enregistrer, est-ce que moi, saisi d'une succession, je suis obligé d'interroger le registre? Et puis, si je ne le fais pas, quelles sanctions? Bien sûr. À supposer qu'on dise c'est obligatoire. Très bien, c'est obligatoire. Et puis, quelles sanctions derrière pour le notaire qui ne le fait pas? Parce que, par principe, il ne suffit pas de proclamer une obligation pour qu'elle s'applique en pratique tout le temps. Donc, se posera la question de qu'est-ce qu'on fait si l'obligation n'est pas respectée. Tout ça, c'est des questions très ouvertes, sur lesquelles je n'ai pas forcément de réponse très arrêtée. En tout cas, sur le besoin exprimé par l'ensemble des notaires, c'était surtout un besoin de pouvoir retrouver l'existence d'une ouverture. Et je crois que c'est essentiel aujourd'hui, dans le cadre de notre groupe de travail succession. Je crois que les questions que nous nous posons concrètement en tant que praticiens, c'est où est-ce que je vais retrouver l'existence d'une succession ou d'un décès? Et dans tous les États, comment je vais pouvoir avoir l'accès à cette information? Donc, d'où l'idée de ce registre. Je crois qu'il faut faciliter l'activité des notaires. Et pour cela, l'activité, la faciliter, mais la sécuriser. Et puis aider les citoyens. Parce que quand nous avons un citoyen d'un autre État qui a besoin de savoir en France, par exemple, je parle de la France, mais comment est-ce qu'on mentionne quelque part l'existence du testament ou l'existence d'une renonciation, ou tout simplement qui est le notaire chargé du règlement de la succession? Donc, tous ces éléments, effectivement, ce sont des grandes questions ouvertes qui ont été révélées notamment par le projet MAP. Patrick, je passe à un second avis d'académique. Alors, peut-être la même question. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans notre projet MAP? Quelle recommandation? Qu'est-ce qui t'a plus surpris? Alors, je crois que oui, fonctionne, c'est très bien. Merci Marianne. Maybe I'll do it in English for the balance and to help the translator. What was the most surprising element? I'd say two elements. The first one has already been mentioned by Pierre. I did not expect to find out that so many notaries had been facing pivotal proceedings. For me, this was something exceptional, one in a thousand or ten of thousands of cases, and this was not what we found out. 37% of notaries have told us that they have been facing pivotal proceedings, and in 5 member states, the number exceeds 50%. In Austria, 70% of notaries have said, I have been involved in parallel proceedings. This was very unexpected, and it triggered intense discussion, which took us some time because we had to understand the roots of the problem. And the roots, and that's why it's so difficult to solve. The roots of the problem are that notaries are not, let's say, seized the same way in all member states. So, Pierre has developed recommendation number 6, which is a first try, a first attempt to flag out the problem and suggest tentatively a solution. It's up to member state, the Commission and the Parliament to discuss this at length, but please do so
with practitioners because we found out that the reality may be very different from what we expected. So that was a negative surprise, I would say. A positive surprise was that very soon we found out that there is a strong consensus in the notarial profession to plead for an extension of the possibility to choose the law governing the succession. As you know, today, everybody can choose the law governing the succession, but only the law of your nationality. And to my surprise, we found both in our first survey and in the qualitative survey we took with expert notaries that there was a strong consensus to suggest, to open this, to make it possible to choose the law of the habitual residence. And notaries are completely conscious of the fact that we are then in a different game. Why? Well, because if a client chooses the law of his or her nationality, this can be perfectly documented, the nationality of the client. The notary can rely on a certificate, and so his liability will be covered. If a notary advises a client, and the client chooses the law of his or her habitual residence, in many instances, it will be obvious that the habitual residence of the client at the time of the choice is in that member state, but in some cases it might be a bit more difficult. And yet, notaries have told us they would like to see this possible. I think this also shows that notaries are willing to take on an additional risk, be it a limited risk, to advise clients on that possibility. Because one thing is certain, I don't think notaries want to advise clients to make a choice of law which later on could be challenged because somebody says the deceased did not have his or her habitual residence in the member state whose law has been chosen. And so you'll see this is recommendation 11, I think, that the recommendation indeed argues that the testator's right to choose the applicable law should be broadened, but in the commentary we've also included some language on how to avoid doubts about the validity of a choice of law for the habitual residence. And here I think there's a big field for notarial creativity to contemplate solutions in the will or in additional documents, making sure that the deceased, when he or she made the choice, had indeed his habitual residence in the state whose law has been chosen. So that's I would say, a positive surprise, taking into account that in 2012, when the regulation was adopted, I believe there were only 2 or 3 member states which allowed a choice of law. We're only in 2023, and the surveys were taken mostly in 2021, 2022. Only 10 years after, we're at the next stage. Notaries are ready to go for the next frontier, the choice for the law of the habitual residence of the deceased. Merci beaucoup, Patrick. Bien sûr, on est tous pour donner plus d'autonomie à la volonté. Je crois que c'est dans l'air du temps aussi de donner plus de choix aux citoyens. Justement, je rebondis sur c'est bien la recommandation numéro 11, et c'est d'étendre le choix de loi à la résidence habituelle au moment de l'exercice de ce choix. Alors, Alice PERSCHA, avez-vous, vous, dans votre pratique, nous allons revenir à la pratique du notaire, est-ce que vous l'avez rencontré, cette demande par vos clients, que ce soit un choix de loi, mais en référence à ce qui existe aujourd'hui, ou cette extension, est-ce qu'elle est un besoin exprimé par votre clientèle? I was not confronted with that question yet. I'm sorry, and I'm kind of critic of recommendation 11, but you've probably chosen this question exactly for that reason, to overcome all my doubts in the following discussion. In my point of view, the recommendation 11 may be seen as a step in the direction of forum shopping and may open a Pandora box of problems instead of solving them. The MAPE project showed that there are obviously problems in the determination of the habitual residence as such, and probably those problems could be augmented if I open the floor to a choice of the habitual residence. Because what was the pretended and chosen habitual residence really the habitual residence at the time of the choice?
What if I chose it only or try to pretend to have chosen it just to avoid or trick some unloved relatives? And in my point of view, it would be quite easy to get the law of the habitual residence applied to the succession proceedings by simply not making a choice of law. So I'm kind of critic, but if this extension of the choice of law could be or would favor and lead to a synchronization or more cases of synchronization of international jurisdiction and applicable law, it certainly could be discussed. But as I said, from my clients, there was never such an ambition or a wish to do that or to be able to do that, because they say, well, if I live in France, so I simply just make a choice for my Austrian nationality law, so French law would be applicable. So perhaps I don't see the problem, I don't know. Merci Alice. Paolo, est-ce que je peux vous poser la même question? Est-ce que vous, dans votre pratique de l'international, dans vos clients, parmi vos clients, est-ce qu'il y a un besoin exprimé de cette extension du choix de loi? Thank you for your question. Please remember that I'm a notary in just a small town of 25,000 inhabitants, but on the other hand, I have many contacts with colleagues in Italy. And on the contrary, I think that the possibility of a choice of law for the country of the habitual residence, it can be a good solution, because sometimes the habitual residence, if it is a real habitual residence, let's say, the main problem is how to define, how to prove the habitual residence. But if we are certain of certain habitual residence, I suppose that this is a connecting factor better than the nationality that can be abandoned since many years by the subject, by the interested person. So, and also I agree on the fact, on the possibility of the choice, of the joint choice of applicable law and jurisdiction. I have now a case of a choice of applicable law for the German law, but the jurisdiction is Italian. And it's not so easy to deal with such proceedings in Italy, but according to German law. So I am, I would say, normally in favor of party autonomy, and so in this sense, I agree on the suggestion of give more opportunities for choosing the applicable law and the jurisdiction as well. Merci Paolo. Oui, Pierre. Si je peux juste ajouter un mot sur cette possibilité qui serait offerte de choisir la loi de sa résidence habituelle. On peut comprendre un peu les réserves qui peuvent exister, hein, parce que, évidemment, à la différence de la nationalité, la résidence habituelle, il y a quelque chose d'un peu moins effectif et on peut craindre très vite une espèce de fraude ou de possibilité de fraude en ayant une résidence habituelle un peu fictive pour faire du forum shopping. Donc ce risque-là, il est réel. Après, il y a probablement des moyens de le contrer, et un des premiers moyens, c'est probablement d'exiger, avec le choix de loi de la résidence habituelle, que celle-ci soit suffisamment caractérisée. C'est-à-dire que le testateur justifie de l'effectivité de sa résidence habituelle pour qu'on puisse garantir que c'est une résidence effective qui dure depuis longtemps. Alors cette proposition, du coup, elle fait peut-être écho aussi à la notion même de résidence habituelle, sur laquelle il faudrait avoir plus de précision pour qu'elle soit vraiment effective. Et c'est peut-être c'est une des propositions, c'est-à-dire qu'on est plus de lignes directrices sur la notion de résidence habituelle, pour probablement que ça soit une résidence plus objective, ou en tous les cas que la plupart des cas difficiles... Plus vérifié en tout cas, vérifié par les notaires. Et Paolo, vous évoquiez la réalité de la résidence, bien sûr. C'est de notre devoir de vérifier cette réalité, l'effectivité. Donc, j'entends la crainte d'Alice. D'ailleurs, c'est bien souligné sous notre recommandation que l'idée, c'est pas de faire du forum shopping. L'idée, c'est d'exprimer
un besoin ou de compléter un besoin par cette extension de choix. Et d'ailleurs, évidemment, nous l'avons évoqué dans une autre recommandation, mais bien évidemment, on permettrait, dès lors qu'on étend ce choix à la résidence habituelle au moment du choix, de la corréler avec le choix du juge, bien sûr. Hein, Mais vérifier la réalité, ça on est tous d'accord sur le principe, ça suppose de savoir exactement c'est quoi la résidence habituelle. définition, tout à Et fait. quand on prend des cas un peu individuels, une personne qui voyage d'un état à un autre, une personne qui vient de s'installer et qui prétend que c'est sa résidence habituelle, mais à partir de quel moment c'est sa résidence habituelle? Bon, ça suppose sur tous ces cas difficiles, qui sont à peu près tous identifiés, les cas difficiles, ça suppose qu'on ait des lignes directrices à peu près claires, parce que sinon on demande au notaire une tâche un peu impossible, vérifier la réalité d'une notion un peu floue. Oui, mais c'est un problème qu'on a déjà aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas si vous me... C'est un problème qu'on a déjà aujourd'hui quand on doit délivrer le certificat successoral. Donc, la compétence est liée au fait de la résidence habituelle. Donc, si je signe, si réduit un certificat successoral, donc je dois avoir déjà, disons, vérifié, entre guillemets, doit croiser la résidence habituelle du juge, le requérant. Nous avons une recommandation, bien évidemment, sur l'aide à la détermination de la résidence habituelle, les considérants 23 et 24. Aujourd'hui, en tout cas, pose plus de problèmes d'interprétation. Nous avions déjà commencé, nous avions des exemples de travaux effectués par le notariat, notamment français, mais nous avions partagé cela lors du congrès que nous avions fait il y a 3 ans. C'était des tableaux d'aide à la détermination, mais c'est juste un exemple. Donc aujourd'hui, nous avons donc cette recommandation-là qui va nous aider aussi, dans le cadre de ce choix de loi, à la détermination de la résidence habituelle, qu'elle soit là au moment d'un choix ou au moment de la loi applicable à la succession en général. Patrick, tu voulais ajouter quelque chose sur ce thème? Maybe shortly, but not so much on whether or not it opens the door for Pandora's box or dangerous. I think Pierre has commented enough on that. Let me come back on the need. Why would there be a need to grant an additional choice to testators? Is it not, are they not provided enough possibility with the current version of 22, choice for the law of the nationality? I think there are hypotheses, and they're not exceptional, where such a need would arise. We have to realize that we live in a Europe where people move more and more, which could mean that you live in a member state, but you have the nationality of another member state, first. Second, we have also a lot of movement from third countries. And with time, with the years, with the decades, people could actually, let's say, lose the connection they have with their nationality. And if you add to that the fact that the current trend is not towards relaxing the requirements for acquisition of nationality in member states. On the contrary, they go a bit, they become more severe and severe. We'll have more and more situations where a testator actually has a nationality of a country of origin, of his origin or the origin of his family, with which he or she does not have a substantial connection anymore because he's been in a member state for a long time, and the only thing he would like is to choose the law of that member state. And I would add that we see in notarial practice, we've been shown examples of notaries who actually help drafting wills where the testator says, my residence, my habitual residence is here, and I confirm that I will stay here. It's not a choice of law, but it's a way around the absence of a choice for the habitual residence. It shows the creativity of notarial practice, but somehow I think it confirms that the current state of 22 may be too limiting, and this without saying that opening up the choice to habitual residence will be, a walk in the park. It will not. I think we are certainly conscious of the fact that the choice for the habitual residence is something else than the choice for the nationality. Merci Patrick. Retournons un petit peu à la pratique notariale. Alice, on a parlé de formation, d'outils. À votre sens, nous connaissons les outils couple en Europe, le droit des successions qui nous aident dans notre pratique quotidienne, qui sont déjà une bonne base synthétique du droit des successions des États membres.
qu'est-ce qu'on pourrait apporter, améliorer ou créer à votre sens pour vous aider dans votre pratique? Est-ce que dans les outils, est-ce que vous pensez à un élément qui pourrait améliorer la situation? Merci beaucoup. For me, top priority would have the improvement of the online dynamic form of the ECS on the e-justice platform, and issues regarding the contents of the form and its obligatory parts, especially in the light of the registered centros case. There are some shortcomings that could easily be mended concerning this form, and I think it could be a new impulse maybe given to practitioners in that way, and also help to wake up the sleeping beauty of the ECS, as Professor WAUTELET said. And I would be really glad to be of help here and to make this form really workable and usable and great. On the other hand, I think it should be worked in the direction of the common extension and expansion of the communication tools via the ENN. We did some work here in course of the Jubilee project, piloted it and plan to further develop and to open it for all members of the ENN. That would be a great possibility just to ask questions to a colleague in another country and to get the reply via an electronic supported system. That would be great if we could all use these things and to have just first-hand information on the applicable law or what else, if you have continuation there, or if it's if the topic is the registration in a land register, so we could exchange there some tips and helps and tricks, what to write in the ECS, what to pay attention to. And that would be great if this line could be extended. And then what would be of help, what has been discussed today also, was this register for ECS, either on a national level or, as the AREAT has proven to be a good solution, by interconnection of national registers. So that would be a great of help, so that we could also deal or prevent problems with ECS presentation, or was it valid or not, or is there really a certified copy and things like that. And that would be great for the practice, would be an improvement of the existing databases. So especially more information on special rules imposing restrictions concerning or affecting succession, like Article 30 of the succession regulations, and on the necessities of land registers and other registers in other countries, so that the issuing authority of the ECS may put all the information the register state needs in the ECS, and therefore help EU citizens to get a quicker way to the registry entry. So thank you. Merci Alice. Nous avions effectivement, alors je sais plus si c'était la 18, la recommandation 18, qui parlait notamment de communiquer, que chaque État membre aussi communique tous les éléments d'identification nécessaires à la publication, au transfert en tout cas des biens immobiliers, donc ce partage des règles dans chacun de nos États. Paolo, est-ce que je peux vous demander à vous votre avis sur les outils à créer, à modifier, à améliorer pour nous aider dans notre pratique? Well, I just agree what it has already been said. I mean, the existence of registers for the registration of the certificates, and how to know better know the different proceedings. I've had different cases in which it was for the issuing of a certificate extremely complicated to have the correct data about the real estate, about the movable properties in the different countries, where the detail the detail in the data of the identifying data of the movable properties are essential. I've had cases, for instance, for Croatia, and not far from Croatia, and it was Austria as well, Germany, Spain also, where there are land registers that need to have the exact
data of the real estate in order to register the certificate, or at least to facilitate the proceedings. And so, on the other end, also, it could be extremely important to better know the functioning of the different legal systems. For when it's the case, if you have to apply a law which is not your law. I mean, I had this case of Italian jurisdiction with a German applicable law, which was gave me some concerns about the moment of the acceptance, if necessary, an acceptance of inheritance, legs, legatives, and so on. I just had the chance to ask to a German colleague directly for my chance in the text. So we need more tools in this sense, and also sometimes a direct consulting from colleagues in other countries. You know. Très bien, merci beaucoup Paolo. Prenons un petit peu de hauteur et une question d'ordre plus général pour nos académiques. Qu'est-ce qui bouleverserait le plus le droit international privé avec notre étude MAP? C'est très vaste. Un retour des professeurs sur le bouleversement attendu de notre projet. Je ne sais pas si les propositions bouleverseraient le droit international privé. Il y a des propositions, certainement, elles ont été évoquées, hein, qui induiraient des changements à la fois dans la pratique, mais aussi dans la mentalité, voire dans la perception de ce que permet l'autonomie de la volonté. Donc, par exemple, la possibilité pour le testateur de choisir sa loi de résidence habituelle. Ça a quand même été beaucoup débattu. Ça a été débattu au moment de l'adoption du règlement. Là, on l'a redébattu, on le repropose. Je pense que c'est une proposition qui changerait la place qu'on donne à l'autonomie de la volonté voilà, dans le droit de la famille, donc qui peut avoir une modification un peu du droit international privé. Après, à titre peut-être plus anecdotique, mais moi je pense qu'une idée qui peut changer les choses, on l'a évoqué là, hein, c'est la proposition numéro 18. Tout le monde a noté l'arrêt de la Cour de justice du 9 mars dernier, où la Cour de justice de l'Union européenne finalement a pris acte de la difficulté qu'on a à publier un certificat successoral européen sur les registres fonciers d'un autre État. Je ne vais pas rentrer dans l'étude, l'exégèse de l'arrêt, mais voilà, finalement la proposition 18, elle invite quoi? Elle invite les États membres à indiquer, non pas à modifier leur registre foncier, mais à indiquer les informations qu'il leur faut pour pouvoir publier un transfert de propriété dans leurs registres nationaux. Et sur la base de ces informations, alors on a le champ des possibles qui s'ouvre. Ça peut être modifier le CSE pour qu'il contienne toutes les informations utiles. Ça peut être lister les documents annexes qu'il faudrait avoir pour pouvoir publier un certificat successoral européen. Et cette démarche-là, si on l'amène au bout, elle peut induire un vrai changement de mentalité, c'est-à-dire accepter finalement qu'un certificat successoral européen qui est émis dans un État membre soit publié dans les registres fonciers d'un autre État membre, alors avec toutes les informations utiles ou des documents annexes si nécessaire. Et ça, c'est un changement quand même de mentalité, si évidemment la démarche allait jusqu'à son terme. Mais voilà. Après, je ne sais pas s'il y a des propositions qui bouleversent le droit international privé, pour reprendre la question. Merci beaucoup. Un dernier mot, Patrick? Oui, alors je rejoins Pierre dans les grandes lignes. Je ne pense pas que nos propositions soient disruptives, hein, comme on dit aujourd'hui. L'extension de l'autonomie et de la volonté pour le choix de loi et recommandation numéro 7, l'extension de l'autonomie et de la volonté pour le choix du tribunal, c'est effectivement des avancées. Je ne suis pas sûr que ce soit un changement de paradigme. Moi, ce qui me frappe quand on regarde l'ensemble des recommandations, c'est finalement qu'au fond, elles traduisent un constat qui est banal mais qui est important. Ce constat, c'est le suivant, c'est que le règlement ne fonctionnera mieux, il fonctionne déjà bien, mais ne fonctionnera mieux pas simplement s'il y a un recast du règlement ou s'il y a un acteur qui prend les choses en main. Ce que traduisent nos recommandations, c'est l'idée qu'il faut tous avancer ensemble.
C'est banal, mais c'est vraiment ça que traduit les recommandations. Finalement, on pourrait vous dire qu'il y a quelques recommandations qui sont directement adressées aux législateurs européens, d'autres aux législateurs nationaux, beaucoup qui sont adressées aux professions notariales. Il n'y en a pas qui sont adressées aux clients, non, mais on pourrait quand même en imaginer. Et vous connaissez le proverbe, la phrase en anglais, hein, « It takes a village to raise a child ». Je crois qu'en réalité, it takes a community to make the regulation works better. And in the community, it's not one single actor. It's all of them together. And that means also that we need to talk to each other. And that's the value of this project. Huh? It's not the first time we had different actors around the table. But because it took 2 years, even actually a bit more than 2 years to get the recommendations drafted. We had many opportunities to talk to each other. Practitioners from different member states talking to each other with us academics, seeing each other at regular intervals, and that actually has increased, I think, the value of what we've done, because we've been able to, have this deep conversation on what works, what doesn't work, and why it doesn't work. Merci beaucoup, Patrick. Travaillons ensemble donc, à cette évolution de notre règlement. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle avant notre coffee break ou à distance. Guillaume, je te regarde. So for the people following us via the stream, you have the possibility to ask questions through the Slido application that you will see here on the... And so you can either scan the QR code and go on the Slido website using the reference hash key 5995305. And for the people in the room, you can use the flying microphone if you want. Et si les questions ne sont pas encore posées à l'instant T, nous pourrons bien évidemment les voir après le coffee break. Bon. Peter ? Monsieur le Président. Voilà. Maintenant, je ne parle pas en tant que président du CNUE, mais juste en tant que notaire qui a son étude dans la région de Cologne. Pour moi, pour la recommandation 11, pour le choix de la loi applicable, c'est juste une expérience. Plus qu'une fois dans la semaine, j'ai un couple international. Et ça, il ne faut pas oublier. Il y a des couples internationaux qui aimeraient bien faire un choix de la loi applicable, ce qui n'est pas la nationalité, parce qu'ils n'ont pas la nationalité en commun, mais ils ont la résidence habituelle en commun. Et là, je pense vraiment que ça donnerait une valeur ajoutée à la possibilité des couples et des notaires qui donnent conseil aux couples internationaux. Merci. Bien sûr, merci beaucoup. C'est très juste. Les couples mixtes, on en a de plus en plus. Et effectivement, le choix de loi de la résidence est une réponse à leur apporter aujourd'hui. Peut-être la question? So there's a question online on the which aspects of the regulation would we emphasize in the training offered to notaries? That's a very valuable question. I'm not sure I'm the best suited to answer the question. Thank you. Definitely, any training which has to be offered now has to be hands-on. And there's no room anymore for a general training on this is the succession regulation, it offers basic principles, choice of law, and so on. I think we've gone through this. It has to be hands-on. And hands-on by this, I mean preferably, we've heard the testimony of Paolo Pasqualis, PERSCHA, our president. You're working on cases, and it's always cases with, I'm a notary in Germany, and I have clients who have links with other countries. This is the material we should draw the training from, a live situation where you're faced with these mixed couple, 2 nationalities, what solution is offered by the regulation, and and if not, what other solution would be possible. And this implies that, in fact, notaries have 2 functions. Notaries will benefit from the training, but I think notaries should also be there when the training is conceived, because the actual stuff we need to train notaries on it comes from notarial practice. So I'm sending back the ball to notaries and inviting them to contribute to the future training by providing
material for the training. Juste pour poursuivre sur les aspects formation, ce qu'on a finalement identifié, c'est que la formation, elle ne doit pas s'adresser uniquement aux notaires. Il y a une vraie demande aussi de formation ou d'information, employez le mot que vous voulez, vers des institutionnels type les banques, les compagnies d'assurance, qui doivent être informés du contenu du règlement succession, des effets d'un certificat successoral européen, pour qu'un certain nombre de blocages en pratique que peuvent rencontrer les notaires avec une banque ou une compagnie d'assurance, je prends que ça comme exemple, mais il y en a d'autres, un service d'état civil, dans une mairie, etc., pour que tous ces obstacles puissent être levés. Donc c'est un travail aussi de formation vers non pas le grand public à proprement parler, mais un certain nombre d'institutionnels avec lesquels les notaires sont habitués de travailler. Et qui a probablement été assez peu menée finalement depuis que le règlement a été adopté. La formation s'est concentrée vers les notaires. Alors c'est pas un reproche, hein. C'était les premiers concernés, mais je pense qu'elle devrait probablement élargir un peu le spectre aujourd'hui. Je crois que sur l'aspect formation, nous avions déjà fait une formation en ligne, comment remplir un certificat successoral européen. Bon, c'est une formation nécessaire, qui est toujours nécessaire, qui n'est pas complètement, peut-être pas suffisamment bien maîtrisée. Et en tant que praticienne, je pense que, comme le disait Patrick, mais nous avons connu ça lors de nos études, ce qui nous apprend le plus vite, je pense que c'est des cas pratiques. Et des cas pratiques probablement transfrontaliers, parce que finalement, c'est peut-être les cas qui nous préoccupent le plus, ou transfrontières, parce que de toute façon, les couples mixtes, ils ne sont pas simplement transfrontaliers aujourd'hui, mais surtout transfrontières. Je dirais cas pratique. Pour ma part, en tout cas, la réponse évidente, c'est des cas pratiques avec plusieurs pays. Alors peut-être organiser des formations par zone et sur tous les pays transfrontaliers pour commencer. Avoir des cas très concrets comme ça, l'élargir à une matière un peu plus avec des pays tiers. Le CSE, oui. Oui, avec les banques. Parce que c'est la difficulté de faire accepter le CSE aujourd'hui, une méconnaissance. On va peut-être prendre une deuxième question. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, sinon, oui, je vous en prie. Just one comment on the extension of the choice of law, Professor Juris. I think also that it has been mentioned that this has already been available because the testator cannot, by not making a choice of law, is accepting the default chosen by the regulation, which is the law of habitual residence. But we must also remember that the more options we give to the testator, the more we avoid the use of the exception clause. I think this is very important because it hasn't been mentioned, but we are all aware, I think in this room, the exception clause is a very, very, very big problem. So if we give the testator more cards to play, then we will avoid the eventual use, limited as it may be, of the exception clause. Thank you. Merci pour votre intervention. À très juste titre, on a pu remarquer que la clause d'exception était utilisée de manière très disparate en fonction des États membres. Certains États l'utilisent énormément, mais peut-être que la formation dont nous venons de parler est essentielle pour éviter cette utilisation excessive. Alors, le choix de loi, bien sûr, mais je pense que la base de la non-utilisation, pour pas que cette clause d'exception devienne une clause commune ou une clause habituelle, il ne faut surtout pas, c'est la formation. Je pense que la première réponse, c'est la formation. Si vous avez quelque chose à ajouter, on va peut-être prendre une dernière question. Je regarde Guillaume si on est dans les temps. Y a-t-il une recommandation sur la définition pacte successoral ? La donation-partage française, par exemple. Pierre. Non, il n'y a pas de recommandation sur la définition du pacte successoral. Voilà, ça n'a pas fait partie des sujets qui ont le plus émergé. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas pu en avoir une. La liste des recommandations, elle ne se veut pas une liste fermée. Et il y a probablement plein d'autres propositions utiles qui auraient pu être faites. Mais ce n'est pas une des propositions qui a émergé des travaux. Voilà. On est parti quand même essentiellement du questionnaire envoyé à l'ensemble des notaires, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et des questionnaires qui ont été envoyés aux notaires dits experts, plus spécialisés ou qui avaient une pratique plus importante du droit international privé. Et c'est de l'analyse de ces questionnaires-là qu'on a essayé de faire émerger des propositions,
Donc c'est la pratique qui a renvoyé un peu les questions les plus fréquentes qui se posaient. Et là-dessus, on n'a pas eu le pacte successoral n'est pas ressorti comme une difficulté majeure. Mais... Non. Nous n'avons pas tout étudié. Nous avions déjà beaucoup de travail, mais je le cite quand même, puisqu'on en a parlé lors de la digitalisation il y a quelques semaines, lors de l'anniversaire de l'INN. Nous avions mis de côté les cryptoactifs, par exemple. Nous n'avons pas encore suffisamment de recul sur le sujet et nous continuons à travailler. Donc nous verrons toutes les autres problématiques ou les questions qui seront posées aujourd'hui ou à l'avenir. Nous pourrons contribuer avec le groupe de travail succession et lors d'autres interventions comme celle-ci. Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup aux intervenants, donc à Alice PERSCHA et à Paolo PASQUALIS. Merci.